Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'hôtel Djibouti Place Campeski certifié aux normes internationales. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Inde franchit la barre de 5 millions de cas de Covid-19. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Abdelkader Moussa Helem, a assisté à la remise du certificat ISO 22000 de 2018 du système de management de sécurité et des denrées alimentaires pour le cabinet Société djiboutienne d'audit, de certificat et d'inspection pour Djibouti. Rappelons que cette cérémonie s'est placée pour un système de gestion et de sécurité des denrées alimentaires. Ainsi, Djibouti Place Campeski est le premier établissement certifié au standard international. Il faut savoir que le norme ISO 22000 se base sur 4 critères qui sont les bonnes pratiques d'hygiène, les principes d'analyse des dangers, une communication interne et externe efficace, mais aussi un système de traçage opérationnel. En d'autres termes, les normes ISO globales et l'exigence en matière de management de la sécurité des denrées alimentaires. Une norme internationale qui définit les exigences pour permettre à l'hôtel de planifier, mettre en œuvre un système de sécurité des denrées alimentaires plein d'autres exigences. Le résultat de ce travail de longue haleine a été effectué par Khalil Djib, Société djiboutienne d'audit des certificats d'inspection, dont M. Mohamed Ousmane Ali Faher est le gérant. Cette cérémonie symbolique s'est déroulée dans la salle du Grand Bara où les grandes familles hôteliers, le président de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, le DG de l'ANA, le directeur général de l'OMTD, M. Ousmane, mais aussi d'autres nombreux invités de divers domaines venus partager ce moment de distinction. Qui donne la certification et les organismes indépendants. L'obligation que tous les deux sont membres de l'organisme international, les ISO, qu'on appelle, des standards internationaux. Donc, on a fait appel à différents organismes et ces organismes, ils ont l'exigence identique, mais après, c'est le coût commercial, comme vous le savez, quoi. Et donc, voilà, on a choisi un organisme qui nous a proposé sur 3-4 organismes qu'on a contactés, et puis on a fait une audit, une évaluation et suivi de mise en place d'actions correctives. Ce qui a été un peu dur et finalement réussi. Donc aujourd'hui, comme il a souligné M. Rémy, Djibouti Campeski Palace, voilà, sera un des premiers établissements au niveau national de s'être doté des standards de normes internationales. Rappelons, il convient que l'obtention de ce certificat repose sur le concept d'amélioration continue, un atout majeur qui donne confiance à la clientèle et aux partenaires, un gage de sérieux de suivi des indicateurs de performance. Outre le fait qu'il s'agit d'un projet valorisant qui assure progrès et succès pour toute la destination djiboutienne. Le Djibouti Palace Kempinski est, je crois, le premier établissement à être certifié au standard international ISO 22000, c'est-à-dire le système de management pour la sécurité sanitaire des denrées. Nous avons entamé cette préparation avec cette certification, bien sûr, avec la société djiboutienne d'audit, de certification et d'inspection Qualidjib. Je tiens à souligner que la réalisation de cette certification a été un travail très laborieux, vu bien entendu l'étendue des paramètres requis. C'est pourquoi ce jour, l'hôtel peut être fier, car cette certification lui permettra de répondre aux exigences des dispositions textuelles en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour l'hôtel Kempinski. Nous recevons cette fameuse et tant enviée certification HACCP ISO 22000. C'est une reconnaissance, c'est un accomplissement, et tout d'abord pour nos employés que je félicite. Pour les formateurs qui les ont guidés, je pense bien sûr à nos responsables, à nos cadres, qui ont apporté leur savoir-faire, leurs directives. C'est une promesse que nous faisons à nos clients. C'est un gage de garantie pour nos convives et surtout une reconnaissance internationale qui est à l'image même du Djibouti Palace Kempinski.
Et ce communiqué qui nous est parvenu, rappelons que la grande famille du sultanat de Tadjoura informe que la cérémonie de funérailles appelée Rabeina à la mémoire de notre regretté 33e sultanat, on dit dans le communiqué de Dardar, Sa Majesté Abdelkader Ahmed Mohamed, aura lieu durant la période allant du mercredi 23 au mardi 29 septembre, soit 7 jours. Cet événement commémoratif qui est habituellement organisé par jour une année après le décès du Dardar sera exceptionnel, organisé cette fois-ci 4 mois de retard en raison de la pandémie du Covid-19. La cérémonie se déroulera à Tadjoura, siège du sultanat, où le deuil sera officiellement clôturé. Autre actualité, cette fois-ci sportive, la fédération de l'athlétisme a tenu hier soir la finale du championnat d'athlétisme. Outre les athlètes finalistes des différentes séries et une nuée des jeunes supporters de l'événement a vu la présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, entouré de ses proches collaborateurs, le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Sirid Ismaël Nour, son staff, ainsi que les grands champions d'athlétisme tels que Ayala Suleiman, Moumingele, entre autres. Les compétiteurs de toutes les séries de la discipline sportive issus du centre sport études d'Ali Sebier et de plusieurs clubs de la capitale se sont disputés pour une place au podium, spécialement aménagé pour l'occasion sur fond de retentissement de l'hymne national avec des remises et des trophées. Cette cérémonie était placée sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Causé par un confinement du Covid-19, s'est montré optimiste des meilleures performances en termes de minima à court terme et remercie au passage les secrétaires d'État à la jeunesse et au sport. Le président de la fédération djiboutienne, M. Sirid Ismaël, s'est déclaré enthousiaste pour la tenue de ce final de ce championnat d'athlétisme. Eh bien, dans une brève intervention, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Sirid Ismaël, s'est déclaré enthousiaste du bon déroulement de ces finales, malgré un ajournement du confinement causé par le Covid-19. M. Sirid, président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, s'est montré optimiste quant à des meilleures performances en termes de minima à court terme, remerciant au passage la secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son appui constant et inconditionnel. Et pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est d'emblée félicité de la bonne organisation de ce final d'athlétisme dont la droite revient à la Fédération djiboutienne d'athlétisme. On ne peut pas la mesurer, dans la mesure où il y a tous les finales qui se succèdent. Aujourd'hui, nous avons la finale d'athlétisme. Vendredi soir, on aura la finale de football. Mais il faut savoir que je suis un peu impressionné par les jeunes talents qui sortent, d'autant plus qu'on relève du Covid. Et le Covid nous a un peu freinés dans toute activité et surtout dans les entraînements. Petit à petit, je pense qu'ils ont repris les entraînements. Et aujourd'hui, on est en train de voir une belle compétition. Déjà, dans une semaine, ils vont organiser une formation pour le juge arbitre en termes d'athlétisme. Et juste un mois après, il y aura une détection sur tout l'ensemble du territoire. Donc comment ça va se faire? Ce n'est pas uniquement la course à pied, mais il y aura les lancers du poids, il y aura le saut qui vont intégrer tout ce qui est course. Il faut aussi ajouter que chaque fois qu'on assiste à une compétition d'athlétisme, on voit les courses de longue durée. Ça veut dire le fond et le demi-fond. Mais cette fois-ci, je pense que l'athlétisme, la fédération va intégrer, ça veut dire le 100 mètres, le 200 mètres, les courses relais, pour essayer de voir si nos jeunes djiboutiens peuvent compétir aussi avec la région et le continent. Donc je pense que l'athlétisme il est prometteur. Aujourd'hui, nous avons le DAI qui est ouvert. La
athlètes, des grands athlètes sur le Nord et faire aussi des compétitions là-bas. Pour que aussi le Nord puisse présenter les potentiels coureurs qu'ils ont. Voilà. Autre actualité, une cérémonie de clôture de la formation sur l'intervention et l'enquête en matière de traite des êtres humains et de trafic des migrants s'est tenue au centre d'instruction du camp de Doralé hier après-midi. La formation dispensée par des experts membres du programme Civipol s'est déroulée pendant 3 jours au profit des personnels de la garde-côte, des personnels de la gendarmerie nationale, ceux de la police nationale. Cette cérémonie a vu la participation du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Borré. Rappelons que cette formation, qui est d'une importance significative, s'inscrit parfaitement dans les projets de la formation au profit des personnels afin de lutter contre les actes criminels des trafiquants d'êtres humains dans le domaine maritime, car la mer constitue un passage obligé pour ces trafics d'êtres humains. Cette formation a permis en outre de renforcer davantage les liens de coordination entre les différents agents d'intervention des forces de sécurité qui interviennent en chacun de ce qu'ils concernent dans les opérations de lutte contre le traite des êtres humains. La cérémonie s'est terminée par la remise des certificats aux stagiaires dans les différents forces de sécurité, à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde-côte. Un représentant des stagiaires, des sergents-chefs Mohamed Aden, qui a d'abord pris la parole, a signifié que la reconnaissance pour la qualité de la formation prodiguée par les experts du programme Civipol. Cette formation qui a duré 3 jours, qui s'est tenue dans notre unité au centre d'instruction de la garde-côte à Dorali, sur les thèmes intitulés « Intervention en matière de traite des personnes et trafic des migrants », dispensés par les experts, par 3 officiers experts français. Ces instructeurs n'ont pas manqué à choisir en ces 3 jours de réunir avec nous les collaborateurs, la police nationale et la gendarmerie nationale, dans l'objectif de partager les idées ensemble dont nous avons opté une approche de complémentarité et de consolider entre toutes les structures engagées dans la lutte contre le trafic des êtres humains et le trafic illicite des migrants. À cette occasion que je voudrais exprimer en mon nom personnel et au nom de tous les participants un vif remerciement à ces instructeurs. Je tiens également à remercier sincèrement le colonel Oumar Bouri qui nous a donné ce privilège d'avoir fait part de cette formation afin d'améliorer notre expérience professionnelle. Le coordinateur régional du Civipol, M. Marco Buffo, a quant à lui loué la qualité de l'organisation de cette formation, en insistant sur l'utilité considérable que cette formation va apporter aux stagiaires des différentes forces de sécurité. On est venu ici avec une équipe formée de représentants de diverses expériences. Bernard Landais, il est un ancien gendarme maritime, et on a discuté avec lui sur qu'est-ce que sont les prérogatives de la garde-côte quand il s'agit de gérer des situations difficiles par rapport à la migration et possiblement aussi à la traite des êtres humains. Et la même chose on a fait par rapport aux enquêtes avec Philippe Pérez et Benoît Cassière. Philippe Pérez, ancien capitaine de police, et Benoît Cassière, capitaine de la police de frontière, donc du service de migration. On a partagé des expériences, on a partagé des problématiques et on a essayé de voir comment mieux gérer des enquêtes sur ces phénomènes. C'est une problématique qui est importante pour le monde entier, on dirait. Dans chaque pays, il y a des formes différentes de ces phénomènes-là, mais ce sont des problématiques qui sont liées et de plus en plus, on peut arriver à des formes dans quelques mesures harmonisées. Donc, je vous remercie encore beaucoup. Je remercie les autorités qui sont présentes ici. Je remercie aussi beaucoup les participants à la formation,
des gardes-côtes, gendarmerie et police, parce qu'ils ont vraiment participé activement, partagé leurs idées, leurs problématiques. Et encore une fois, je remercie aussi l'équipe et Beth Mouthoui qui nous assiste silencieuse. Eh bien, le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué que sa parfaite satisfaction de la tenue de cette formation qui va sans nul doute renforcer la capacité d'action des participants dans le secteur de la lutte contre la traite des êtres humains. Permettez-moi tout d'abord de remercier cette honorable assemblée pour sa présence à l'occasion de cette formation de clôture de la formation intitulée « Intervention et enquête en matière de traite des êtres humains et de trafic des migrants » qui a été dispensée par des experts membres du programme Civipol. Durant les 3 jours de cette formation, 20 membres de la garde-côte djiboutienne employés dans le domaine judiciaire et dans le domaine des patrouilles maritimes, ainsi que les opérations de recherche et sauvetage en mer, ont pu parfaitement profiter de l'expertise et de l'expérience des experts. Il est à noter que le personnel de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont pu rejoindre cette formation afin de renforcer l'intégration opérationnelle entre nos différentes institutions nationales qui, chacune à son niveau, intervient dans les opérations de lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier chaleureusement et exprimer notre gratitude à toutes les personnes impliquées de près ou loin dans le bon déroulement de cette formation. Qu'il s'agisse de nos partenaires des GIZ dans le cadre des programmes BIMM, Better Migration Management, du Civipol ou des officiers de la garde-côte qui ont assuré de manière efficace la liaison avec nos partenaires. Je souhaiterais réitérer mes sincères remerciements aux experts qui ont transmis leurs connaissances de la plus belle des manières et leurs connaissances et leurs expériences professionnelles aux agents de nos différentes forces de sécurité nationales, à savoir la garde-côte, la gendarmerie nationale et la police nationale. En le droit des stagiaires, je suis fortement convaincu que les agents qui ont participé à cette formation ont pu saisir cette occasion et sauront les traduire sur le terrain de manière professionnelle et les connaissances acquises. C'était l'appel à la prière. Nous reprendrons là où nous étions. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes CASAF a organisé hier un atelier de sensibilisation des formations en couture, coiffure et cuisine. Ces formations, avec le soutien financier du Centre de leadership et l'entrepreneuriat, sont dispensées pour les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, avec pour objectif de faciliter leur insertion professionnelle. L'objectif de cet atelier est d'informer les associations leaders de Balbala sur les anciennes formations et les nouvelles formations telles que les langues françaises et anglais, que le CASAF dispensera à compter du 30 septembre 2020. Les bénéficiaires suivront le même programme que celui du centre de formation de Boulaos pour l'obtention du certificat de formation professionnelle délivré par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette cérémonie a vu la participation de la conseillère technique du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Nabia Salman Hassan, de la directrice du CASAF, Mme Nim'a Younis Houch, de la directrice de la promotion du genre, Mme Yasmine Abdelmajid, ainsi que le président des 20 associations de Balbala. Dans l'ensemble, des centaines de femmes et de jeunes filles de la commune de Balbala ont participé à cet atelier. Tout à fait autre chose, l'Office national de l'eau et de l'assainissement s'est confronté à un événement sans précédent. Une société étrangère et privée a entamé des travaux de construction illégale dans
sur une des zones des captages de l'ONEAD située dans la région d'Arta, plus précisément à Demirjouk. Cette société privée a endommagé malheureusement l'une des grands tuyaux qui alimentait en distribution une eau potable de la capitale. Cette casse a causé la perte de 10 000 mètres cubes d'eau, ce qui a provoqué une pénurie d'eau dans la capitale et les environs d'Demirjouk et de Douda. Aussitôt alertés, les agents de l'ONEAD se sont déplacés sur les zones en question après des travaux gigantesques qui ont duré environ 11 heures. Les agents de l'ONEAD ont réussi à réparer la casse. À cet endroit se trouvent de nombreux forages qu'il est important de sécuriser pour mieux garantir une alimentation sereine. Les différents responsables de l'ONEAD ont tour à tour exprimé leurs remerciements à ces agents qui ont vraiment travaillé dur pour mener à bien ces travaux. Ils ont par la suite adressé un message aux autorités publiques pour sécuriser les différentes zones de captage de l'ONEAD. Des fuites en puits qu'il consulte l'ONEAD pour les plans et pour la réalisation des sondages avant d'entamer tous travaux des fuites en puits ou bien des tranchées. C'est surtout pour ne pas pénaliser toute la ville de Djibouti et en créant des perturbations qui peuvent aller au-delà des 24 heures, voire 48 heures. Parce que c'est des conduites principales d'addiction d'eau potable et les réparations, ça nous prend énormément de temps. Direction Tadjoura, où dans le cadre des études d'évaluation des impacts des mutuelles communautaires, des développements engagés par le ministère de la Femme et de la Famille, une équipe spécialisée de suivi de l'évaluation du ministère composé du conseil technique et du chef des services d'études statistiques ont démarré des travaux depuis le 14 septembre dans les 5 régions d'intérieur du pays pour une durée d'une semaine. Cette mission, qui a bénéficié de l'appui financier du bureau local du FUMIAP, a pour objectif d'évaluer les changements qualificatifs induits par la création de mutuelles communautaires, des développements des localités ciblées. Il est aussi question au cours de la mission d'évaluation d'organiser des focus groupes, de sensibiliser les leaders locaux sur l'importance des plannings familiales et des espacements des naissances pour le bien-être familial. À la fin de la mission, un état des lieux sera présenté ainsi qu'un plan de développement sur la consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles djiboutiennes et en particulier sur la planification familiale. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la page nécrologie, M. Abdou Mohamed Ali Makki, le regretté, vient d'annoncer le feu Mohamed Ali Makki, survenu en France dans la ville de Nantes dimanche dernier. Le défunt Mohamed Ali Makki, né en 1963, laisse une grande famille derrière lui. Son décès est annoncé à sa nombreuse famille vivant à Djibouti, à Tadjoura, à Addis Abeba, à Awash, à Warar et à Doulassai en Éthiopie. Partageant la douleur de la famille éprouvée, la famille Oudoum Abdallah Youssouf adresse leur message de condoléances à la famille du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, aux Palestine, des premières roquettes avaient été tirées mardi soir par la résistance palestinienne dans la bande de Gaza vers Israël à l'occasion de la signature à Washington des accords de normalisation des relations entre l'État hébreu et les deux pays arabes, suivi mercredi matin par de nouveaux tirs et des frappes de représailles de la force d'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Des sources sécuritaires et des témoins ont fait état de frappes aériennes de l'occupation israélienne sur Gaza. Et l'armée israélienne a confirmé mercredi d'avoir bombardé dans la nuit du site du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des tirs de roquettes tirés de l'enclave palestinienne en direction de l'État hébreu. Le mouvement de la résistance du Hamas a mis en garde mercredi en Israël contre une nouvelle escalade militaire dans la foulée des tirs de roquettes et des frappes de représailles israéliennes ces dernières heures. Et au Japon, Yoshihide Suga, 71 ans, a été élu mercredi nouveau Premier ministre du Japon par le Parlement en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. Yoshihide Suga, qui avait déjà triomphalement remporté lundi l'élection interne du Parti libéral-démocrate pour devenir son nouveau chef, a promis de poursuivre la politique de son prédécesseur qui était au pouvoir depuis fin 2012. Yoshihide Suga a obtenu mercredi 314 votes sur 462 suffrages déclarés valides à la chambre basse du Parlement. Le PLD dispose d'une confortable majorité avec son allié de coalition, le parti Komitao. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place nos programmes télévisés.